J'ai enfoncé la seringue dans la veine de mon ancien amant, le regardant se tordre en silence tandis que le poison faisait son œuvre, et j'ai souri pour la première fois depuis 15 ans. Ce n'était pas de la haine pure, non. C'était une justice froide, calculée, comme un vin rouge qui mûrit dans les caves de Bordeaux avant de vous empoisonner le palais. Et pendant qu'il agonisait, son téléphone vibrait sans relâche. 30 appels manqués de ceux qu'il avait trahis avec lui, des fantômes de notre passé parisien qui, ce soir-là, dans les ombres du Marais, ont enfin payé leurs dettes. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'a vu naître et m'a vu mourir une première fois. 15 ans plus tôt, j'étais Claire Duval, une étudiante en littérature à la Sorbonne, 20 ans à peine, avec des rêves aussi fragiles que les feuilles des platanes qui bordent la Seine en automne. Mes amis, non, mes bourreaux déguisés en confidents, étaient tout pour moi. Il y avait Julien, mon amant aux yeux verts et au sourire de poète maudit. Sophie, la rousse incendiaire qui jurait fidélité éternelle sur un verre de pastis. Et Marc, le calculateur, toujours un pas en avant, avec ses théories sur la vie comme un échiquier où les pions se sacrifient pour le roi. Nous formions un quatuor inséparable, ou du moins le croyais-je, dans les cafés enfumés du quartier latin, où nous disséquions Baudelaire et Rimbaud comme si leurs vers pouvaient nous sauver de la médiocrité. Ce soir-là d'octobre 2010, l'air était chargé d'une humidité poisseuse, celle qui colle à la peau comme un regret. Nous avions décidé de jouer. C'est ainsi qu'il appelait, ce rituel stupide où l'on se mettait en danger pour sentir le pouls de la vie. Julien avait proposé un vol dans une galerie d'art du Marais, rien de grave, juste un tableau mineur pour rire, pour défier l'ennui bourgeois qui nous étouffait. J'étais la plus enthousiaste, la plus naïve, celle qui croyait que l'adrénaline nous unissait plus que l'amour. Sophie m'avait passé le sac, Marc avait verrouillé la porte de service, et Julien. Julien m'avait embrassé avant de me pousser à l'intérieur, murmurant « Vas-y, ma Claire, montre-leur qui tu es ». Le tableau était là, un monnaie fade accroché négligemment, et mes mains tremblaient en le décrochant. Mais alors que je ressortais, essoufflée, triomphante, les sirènes ont hurlé. Pas un cambriolage anodin. L'alarme était piégée, reliée directement à la police, et Marc avait oublié de la désactiver. Ils étaient déjà partis, mais, amis, disparus dans les ruelles labyrinthiques, me laissant seul avec le tableau et les menottes qui claquèrent sur mes poignets comme un verdict divin. Pour rire, avait ri Sophie plus tard, lors du procès, quand les juges l'avaient interrogée. Elle avait nié, bien sûr, jurant que j'étais une voleuse solitaire, une fille perdue dans la nuit parisienne. Julien avait hoché la tête, les yeux fuyants, et Marc. Marc avait présenté des alibis en béton, forgés dans les bureaux d'un cabinet d'avocats où il avait déjà ses entrées. J'ai purgé 5 ans à Fleury-Mérogis, cette prison qui avale les âmes comme un égout bouché. Là-bas, dans le silence des cellules humides, j'ai appris la trahison comme on apprend une langue étrangère, mot par mot, coup par coup. Les gardiens me racontaient des bribes. Julien était devenu galeriste à Saint-Germain-des-Prés, Sophie une influenceuse aux abois dans les cercles mondains de Cannes, et Marc avait gravi les échelons jusqu'à devenir procureur adjoint à Paris, chassant les petites voleuses comme moi avec un zèle hypocrite. Ils m'avaient abandonné pour rire, et le monde avait ri avec eux, me cataloguant comme la coupable idéale, la brebis égarée qui portait le péché de leur lâcheté. Libéré sous condition en 2015, je n'étais plus Claire Duval. J'avais changé de nom, de visage presque, une coupe courte, des lunettes, un accent du Sud que j'avais volé à une codétenue provençale. J'ai atterri à Lyon, dans un studio exigu près de la Pardieu, où je survivais en tapant des thèses fantômes pour des étudiants oisifs. Mais la nuit, quand la Saône charriait ses secrets, je repensais à ceux, pour rire, qui avaient volé ma jeunesse. Ce n'était pas seulement la prison, c'était le secret qu'ils avaient enterré avec moi. Ce soir-là, dans la galerie, Julien m'avait glissé une lettre dans la poche. Un aveu codé, disant que le tableau n'était pas un monnaie, mais un faux, planté par Marc pour couvrir une arnaque plus grande, un blanchiment d'argent pour un collectionneur véreux. J'étais le bouc émissaire parfait, la petite amie amoureuse qui avalerait tout. La vengeance a germé comme une moisissure dans mon cœur, lente et inexorable. Pas de coup de feu immédiat, non. J'ai lu Machiavel dans les bibliothèques publiques, disséqué les intrigues de Stendhal pour aiguiser mon esprit. J'ai appris le hacking basique sur des forums obscurs, infiltré les réseaux sociaux sous des pseudonymes fantômes. D'abord Sophie. Ses posts Instagram, mièvres et faux, montraient une vie de strass et de champagne. Un courriel anonyme, une photo truquée d'elle avec un dealer notoire, et hop, son sponsor la lâche, son mari la quitte. Elle a posté une story larmoyante, « La vie est un mensonge ». J'ai ri, pour la première fois. Puis Marc. Lui, c'était plus corsé. Procureur, marié à une héritière du vin bordelais, père de 2 enfants. J'ai fouillé ses mails piratés, découvert son vice, des rendez-vous discrets avec des escorts dans des hôtels du 16e arrondissement. Une fuite bien placée à un journal People, et sa carrière vacille. Il accuse une cabale féministe,
jure sur les plateaux télé qu'il est victime d'une chasse aux sorcières. Les féministes le défendent, ironie du sort, le voyant comme un martyr conservateur. Moi, je sirote un café au lait en regardant les infos, sachant que son empire craque de l'intérieur. Julien, enfin. Mon Julien, qui m'avait aimé, ou du moins, qui avait feint l'amour pour mieux me poignarder. Il exposait maintenant dans des galeries chics, vendant des toiles volées à des millionnaires russes. J'ai attendu, patiente comme une araignée tissant sa toile. 15 ans, c'est long pour mijoter un plat. Et ce soir d'hiver 2025, dans son loft surplombant la tour Eiffel, j'ai sonné à sa porte, un flacon de laudanum moderne dans mon sac, un poison indolore, dérivé des opioïdes, que j'avais synthétisé dans un labo clandestin de Belleville. Il m'a ouvert, hagard, les traits tirés par les excès. « Claire » a-t-il murmuré, et j'ai vu la peur dans ses yeux vert fanés. « Pas tout à fait » ai-je répondu, entrant sans invitation. Nous avons bu un vin rouge, un Margot corsé, et j'ai parlé. De la lettre, du secret, de comment Marc l'avait forcé à me sacrifier pour couvrir leurs traces. Sophie avait su, bien sûr, elle avait même ri en le voyant signer les faux témoignages. Pour rire, Julien. Pour notre avenir. Il a nié, d'abord, puis pleuré, jurant qu'il m'avait aimé, qu'il avait voulu me sauver mais que Marc avait menacé de tout révéler sur notre passé commun, une affaire de drogue à l'université. La seringue a glissé dans son cou comme un baiser traître. Il s'est affaissé, le téléphone à la main, et pendant qu'il rendait son dernier souffle, les appels ont commencé. 30, exactement, Sophie en panique, Marc furieux, et d'autres, des complices oubliés. Ils appelaient pour une réunion d'urgence, une rumeur de scandale les rattrapait tous. J'ai laissé le portable sonner, vibrer sur le sol, un requiem électronique pour leur amitié pourrie. Mais ce n'était que le début. La vengeance n'est pas un coup de poignard. C'est une symphonie, et Paris serait mon orchestre. Les jours suivants ont été un tourbillon de brumes et de calculs froids, comme si la ville elle-même conspirait avec moi. J'ai quitté le loft de Julien par la porte de service, masqué d'un foulard et d'un bonnet, glissant dans les artères nocturnes du 7e arrondissement où les concierges ferment les yeux pour un billet de 20 €. Le corps? J'avais prévu. Un bain trop chaud, une chute accidentelle dans la baignoire, le poison masqué en overdose de benzodiazépine qu'il avalait par seaux entiers. Les flics concluraient au suicide d'un artiste tourmenté, rongé par le succès. J'ai même laissé une note, tapée sur son ordinateur, le rire nous a tués tous. Adieu. Sophie a été la première à craquer. Elle m'a appelé, non, pas moi, mais un numéro jetable que j'avais lié à un profil fake sur LinkedIn, se faisant passer pour une ancienne amie de Julien. Il est mort, a-t-elle hurlé, la voix éraillée par les sanglots ou la vodka, je ne sais plus. Suicide. Il a laissé une lettre. Quelque chose sur un vol, il y a 15 ans. Une femme sacrifiée. Silence, puis un hoquet. Claire? C'est impossible, elle est en tôle ou morte. J'ai raccroché, le cœur battant, et j'ai écouté l'enregistrement. Sa respiration qui s'accélère, le cliquetis d'un verre brisé. Elle savait. Et maintenant, le doute la rongeait comme un acide. Je me suis replié à Montmartre, dans un gare miteux près du Sacré-Cœur, où les touristes ne regardent pas les ombres. Là, j'ai ourdi la suite. Marc était le pivot, le mécanicien de leur machine infernale. En fouillant les archives numériques de Julien, mot de passe faible, comme toujours, j'ai trouvé les emails, des échanges codés sur le tableau, en réalité un Vermeer falsifié pour un oligarque ukrainien qui blanchissait via des galeries parisiennes. Marc avait orchestré le coup pour grimper. Le procureur en charge avait été son mentor, et l'affaire résolue, grâce à mon arrestation, lui avait valu une promotion. Sophie avait fourni les contacts, Julien l'excuse romantique. Moi, le pion jetable. Mais il y avait plus sombre, un fichier joint, une photo floue d'un test de grossesse, daté de 2010. Le mien. J'avais avorté en prison, seul, dans une clinique anonyme de banlieue, sans leur dire. Était-ce le leur, collectivement? Julien l'avait su, et l'avait tu. Le secret chonjut le plus profond. J'avais porté leur enfant, un fantôme de trahison, et il m'avait laissé saigner seul. La rage m'a submergé, une vague noire qui m'a fait vomir dans l'évier rouillé. Ce n'était plus de la vengeance, c'était un exorcisme. J'ai frappé Marc par l'intérieur. Via un malware simple, un lien piégé dans un mail sur l'hommage à Julien, j'ai accédé à son serveur personnel. Là, les squelettes, des virements occultes à des comptes offshore, des photos compromettantes avec sa secrétaire, et pire, des ordres pour falsifier des preuves dans d'autres affaires. J'ai leaké le tout sur un site dark web, anonyme, avec un timer, diffusion progressive sur les médias mainstream dans 48 heures. Puis, un appel, sa voix, tendue comme un câble d'acier. Qui est-ce? Qu'est-ce que vous voulez?
La vérité, monsieur le procureur. Celle que vous avez enterrée avec Claire Duval. Il a ri, nerveux. Cette salope, elle l'a bien cherché. On riait, c'était un jeu qui a coûté une vie. La vôtre, bientôt. Sophie s'est effondrée la première. À Cannes, lors d'un festival bidon, elle a fait une scène, accusant publiquement Marc de l'avoir manipulée, pleurant sur les marches rouges devant les caméras. Ils m'ont forcé. Julien et moi, on voulait arrêter, mais Marc, il nous tenait par la gorge. Les tabloïds se sont déchaînés, Betrayal-Guette, les féministes la acclamaient comme une survivante, les conservateurs la traitaient de traîtresse. Elle a perdu ses followers, son appart haussmannien hypothéqué, et a atterri dans un studio à Pigalle, buvant du rosé bon marché en maudissant le passé. Marc a riposté, vicieux comme toujours. Il a lancé une enquête interne sur le leak, accusant des rivaux politiques. Mais le doute s'insinuait. Ses collègues le regardaient de travers, sa femme, cette bourgeoise aux perles de culture, a engagé un avocat. Et moi, j'observais de loin, depuis un cybercafé de Belleville, sirotant un expresso amer. Les appels continuaient. Maintenant, c'était Marc qui harcelait Sophie, exigeant des clarifications. 25 manqués sur son portable, enregistrés par mon script. Chaque vibration était une note dans ma partition. La tension montait, UAM comme un ciel d'orage sur la tour Montparnasse. J'ai décidé d'accélérer, une rencontre. J'ai envoyé un message à Marc, via un burner, rendez-vous au Pont des Arts, minuit. Venez seul, ou tout sort. Il est venu, silhouette raide dans son trench Burberry S, les yeux scrutant les cadenas rouillés qui pendent comme des regrets. Je me suis approché, ombre dans l'ombre, le visage à moitié masqué. Claire, a-t-il soufflé, et j'ai vu la peur, enfin, cette peur qu'il infligeait aux autres. Pas tout à fait. Mais je porte ton péché. Le nôtre. Nous avons parlé pendant 1 heure, le vent du soir fouettant la scène en contrebas. Il a nié, d'abord, un accident, un rire qui a mal tourné. Puis supplié, j'ai une famille, des enfants. Laisse-moi réparer. Réparer? J'ai ri, un son rauque qui m'a surprise moi-même. Avec quoi? Ton salaire de procureur? Ou le Vermeer que tu as revendu à Moscou? Son visage s'est décomposé. Il savait que je savais tout. Et là, le twist qu'il n'attendait pas, l'enfant, Marc. Celui que j'ai perdu en tôle. C'était le tien, peut-être. Ou Julien's. Vous m'avez tué 2 fois. Il a blêmi, titubant contre la rambarde. Impossible. Mais je voyais dans ses yeux, le doute, le calcul. Était-ce vrai? Ou mon mensonge final pour le briser? Je n'en dirai rien. C'est mon secret, maintenant. Il est parti en titubant, et son téléphone a sonné. Sophie, encore. Il n'a pas répondu. 28 appels manqués. La nuit parisienne avale les confessions comme elle avale les âmes. Et moi, je rentrais à mon garni, le cœur plus léger, mais pas guéri. La vengeance est un vin capiteux, enivre, mais laisse un arrière-goût de cendre. Le Pont des Arts avait été notre théâtre, mais la vraie scène se jouait maintenant dans les salons feutrés des puissants. Marc, acculé, avait décidé de contre-attaquer, l'instinct du rat qui mord la main qui l'emprisonne. Le lendemain, les journaux titraient « Suicide de galeriste, ombre d'un scandale ancien ». Julien était officiellement mort, mais Marc avait glissé des rumeurs. Une maîtresse jalouse, une rivale professionnelle. Sophie, dans sa folie médiatique, avait mordu à l'hameçon, postant une vidéo larmoyante. Julien s'est suicidé à cause de nos secrets. Marc nous a tous manipulés. Les plateaux télé explosaient, débats enflammés sur BFM, où des psy-freudiens disséquaient notre quatuor maudit, comme un cas d'école. Les uns criaient à la sororité trahie, les autres à la décadence des élites parisiennes. Moi, j'étais le fantôme invisible, tirant les ficelles depuis l'ombre. Mais Marc était rusé, plus que je ne l'avais anticipé. Il avait tracé l'IP du leak, remontant jusqu'à un VPN lyonnais que j'avais négligé. Une descente de police dans mon ancien studio, vide, bien sûr, abandonné la veille, et maintenant, des avis de recherche pour une hackeuse présumée. Il me traquait, transformant ma vengeance en chasse à l'homme. Ironie française. Le procureur chassait la victime qu'il avait fabriquée. J'ai fui plus au sud, vers la Provence, louant une masse isolée près d'Aix-en-Provence, où les oliviers centenaires murmurent des secrets au vent mistral. Là, sous un faux nom, Élise Moreau, veuve imaginaire, j'ai continué mon œuvre. Sophie était brisée, mais pas encore à terre. Elle avait fui Cannes pour Marseille, ville de contrastes brutaux, où le vieux port avale les âmes comme la mer avale les navires. J'ai infiltré son cercle, une fausse amie, rencontrée dans un bar à absinthe, écoutant ses confessions alcoolisées. Ils m'ont forcé, tu sais, Claire.
Elle était si naïve, si parfaite. On riait, mais au fond, j'étais jalouse. Elle avait Julien, vraiment. Moi, je n'avais que des miettes. Et le secret. Pendant mon incarcération, Sophie avait volé mon journal intime, lu mes doutes sur la paternité, et l'avait brûlé. Pour nous protéger tous, avait-elle conclu, les yeux vitreux. Jalouse? C'était plus sombre, une obsession refoulée, un amour lesbien inavoué pour moi, étouffé par la peur du scandale. Elle avait ri pour masquer sa douleur, mais avait poussé le plus fort pour me sacrifier. J'ai utilisé ça. Un enregistrement discret, envoyé à son ex-mari. Sophie avoue tout, le vol, la trahison et son crush sur Claire. Divorce express, pension alimentaire exorbitante, et Sophie, ruinée, finit par un overdose raté dans une chambre d'hôtel du Panier. Les journaux la sauvent in extremis, influenceuse au bord du gouffre, victime ou coupable. Les féministes la hissent en martyr, les athères la lapident. Elle appelle Marc, suppliante, 29 appels manqués. Il ne répond pas, il prépare son coup. Moi, dans ma masse provençale, je ressassais le passé. Les nuits étaient longues, hantées par des flashs. Les murs de fleuris, l'odeur de désinfectant et de désespoir. Le médecin qui m'avait avorté sans un mot de compassion. C'est mieux comme ça, petite. La tôle n'est pas faite pour les mères. Était-ce vraiment l'enfant de Julien? Ou un mensonge que j'avais inventé pour me venger plus fort? Le doute me rongeait, UAM et insidieux, comme le sirocco qui assèche l'âme. J'ai fouillé mes souvenirs. Cette nuit d'août 2010, une fête arrosée au Père-Lachaise, où Marc et Julien s'étaient disputés pour moi. Qui avait gagné? Les verres de vin, les rires, tout se brouillait. Marc a frappé fort. Une conférence de presse au palais de justice, où il annonce sa démission pour raisons personnelles, mais accuse publiquement une conspiration féminine menée par Sophie et une ombre du passé. Mon nom surgit, Claire Duval, potentiellement impliquée dans la mort de Julien. Les flics bougent, perquisition dans mon ancien réseau lyonnais. Je suis traqué, un lièvre dans les collines varoises. Mais j'anticipe, un dernier leak, massif, révélant les virements de Marc au collectionneur ukrainien, maintenant en exil, mais traçable via Interpol. Le Monde titre « Scandale au parquet, blanchiment d'art et trahison judiciaire ». Sophie craque définitivement. Elle m'appelle. Comment a-t-elle eu le numéro? Un trace de Marc, peut-être. Claire? C'est toi, hein? Reviens, on peut tout arranger. Je t'aime, toujours. Sa voix, brisée, un sanglot qui traverse les lignes. Amour? Ou manipulation finale? J'écoute, muette, tandis qu'elle déverse, l'enfant. Je l'ai su. J'aurais voulu le garder, toi et moi, loin d'eux. Mais Marc, il a menacé de nous exposer. Twist dans le twist. Sophie, amoureuse, avait saboté le plan pour me garder près d'elle, mais la peur l'avait emporté. Je raccroche, le cœur en vrac. 30 appels manqués, maintenant, de son côté à Marc. Il répond enfin, et j'entends l'enregistrement piraté. Cris, accusations, un slap sonore. Traîtresse. Tu vas payer. La tension culmine à Aix, où je décide de la confrontation finale. Pas de poison cette fois. Des mots, aiguisés comme des rasoirs occitans. Je contacte Marc. Provence, Mas des Oliviers. Viens, où le leak final enterre ta lignée. Il vient, escorté discrètement par un flic corrompu, son joker. Mais j'ai prévu, un piège au léandre, cette fleur mortelle des jardins provençaux, infusée dans le thé que je lui sers sous le péristyle. À la santé de Claire, dis-je, et il boit, les yeux plissés. Tu es folle. Mais admets-le, c'était pour rire. Rire. Je ris, amer. Vous m'avez ganté le crime d'un enfant perdu, d'une vie volée. Et maintenant, vous payez. Il s'effondre, bavant, tandis que son portable vibre. Sophie, encore. 31, mais je coupe. Le flic, assommé d'un coup de pelle, ligoté dans la cave. Marc agonise, murmurant « Pardon ». L'enfant était à Julien, pas à moi. Mensonge? Vérité? Le Mistral emporte ses derniers mots. Sophie arrive le lendemain, alertée par un indice que j'ai laissé. Elle trouve le corps, hurle et appelle les secours. Mais dans sa panique, elle avoue tout aux flics. Le vol, le faux témoignage, l'amour refoulé. Procès express. Elle plaide coupable, mais avec circonstances atténuantes, amour toxique. Les médias divisent, héroïne lesbienne ou complice machiavélique. Moi, j'ai fui vers les calanques, ombre parmi les rochers rouges. La vengeance achevée, mais le vide persiste, UAM comme la mer Méditerranée. Les calanques de Cassis m'ont offert un répit précaire.
Ces falaises abruptes qui plongent dans une eau turquoise trompeuse, où les secrets se noient mais remontent toujours à la surface. J'y ai passé des semaines, sous le nom d'Élise, pêchant des souvenirs comme on pêche des mulets dans les criques. Le procès de Sophie battait son plein à Marseille, retransmis en direct sur France 2. Elle, menottée mais digne, cheveux roux en bataille, plaidant sa passion coupable. J'aimais Claire plus que tout, sanglotait-elle au micro, mais la peur nous a dévorés. Marc nous manipulait, Julien se taisait par amour pour elle. C'était un jeu qui a tourné au cauchemar. Les jurés, des Marseillais endurcis, imprégnés d'UM et de Pastaga, hésitaient. Coupable? Oui. Mais atténués par cette révélation queer, ce coming-out forcé qui faisait les choux gras des chroniques sociétales. Les unes la voyaient en icône LGBTQ+, les autres en manipulatrice bisexuelle qui avait sacrifié une sœur pour un homme. Marc, lui, n'avait pas eu de procès. L'oléandre avait fait son œuvre, empoisonnement accidentel, selon le rapport, ingestion de plantes toxiques lors d'une promenade solitaire. Sa femme avait hérité de tout, mais les leaks avaient sali l'héritage. Enquête fiscale, divorce en chaîne pour les associés. Les 30 appels manqués étaient devenus une légende urbaine, un mème sur Twitter. Appels manqués, avec des montages de fantômes téléphoniques sur fond de scène. Julien, canonisé post-mortem comme le poète maudit moderne, avait une expo rétrospective au Centre Pompidou, où ses toiles, certaines volées, ironie, attiraient les hipsters en deuil. Mais moi, dans ma solitude calanaise, je sentais la faille. La vengeance avait été parfaite, chirurgicale, à la française. Pas de sang sur les mains, juste des murmures et des poisons subtils. Pourtant, le twist final me hantait. L'enfant, était-ce un mensonge? J'avais fouillé les archives médicales de la clinique, via un contact en tôle, les prisons tissent des réseaux éternels. Le dossier confirmait, grossesse confirmée, avortement forcé. ADN? Introuvable, mais Julien avait confessé dans un mail à Marc, daté de 2011, c'était le mien. J'aurais dû la sauver. Sophie l'avait su, et son « amour » était teinté de jalousie maternelle refoulée. Marc? Il avait ri, répondant « tant mieux, moins de témoins ». Le doute me rongeait, causant des nuits blanches où je marchais sur les sentiers escarpés, le sel marin piquant mes plaies invisibles. Étais-je la justicière ou la folle vengeresse? Les médias, maintenant, spéculaient sur la femme de l'ombre, une vigilante qui avait démantelé un réseau d'élites corrompues. Certains, les gauchistes du monde diplomatique, me voyaient en Robin des Bois féministes. D'autres, les conservateurs de valeurs actuelles, en terroristes anarcho-féministes qui méritaient la guillotine. La France se divisait, comme toujours, débat enflammé dans les bistrots d'Arles, pétition en ligne pour ma grâce symbolique. J'ai même reçu un message anonyme, « Reviens, Claire. On te protège. » De qui? Un ancien gardien? Un admirateur? Sophie a été condamnée à 3 ans, avec sursis pour collaboration forcée. Libérée immédiatement, elle s'est terrée dans une ferme camarguaise, écrivant un mémoire larmoyant, « Rire traître, mon amour perdu pour Claire Duval ». Best-seller instantané. Bien sûr, la France adore les confessions intimes, trempées dans le vin des regrets. Elle y révélait tout, le crush adolescent, la nuit où elle m'avait embrassé sous les platanes, la peur homophobe qui l'avait poussée à rire plus fort. J'ai ganté le crime pour elle, mais contre elle. Les lectrices pleuraient, les critiques acclamaient un Zola lesbien. Moi, j'ai lu des extraits dans un journal froissé à Cassis, et pour la première fois, j'ai pleuré. Pas de rage, mais de vide. Était-ce de l'amour, ou juste une autre manipulation? La tension n'était pas finie. Les flics, sentant l'odeur du scandale, avaient rouvert mon dossier de 2010. Innocence potentielle? Un avocat commis d'office m'offrait une réhabilitation posthume, ou pas posthume, si je me rendais. J'ai hésité, ces falaises me tentant comme un saut final. Vengeance achevée, mais à quel prix? Paris m'appelait, cette sirène perfide, avec ses boulevards haussmanniens où les fantômes dansent encore. J'ai décidé de remonter. Train de nuit pour la capitale, anonyme parmi les voyageurs fatigués. À la gare de Lyon, un homme m'attend, pas un flic, mais un journaliste freelance, contacté via un forum. Claire, j'ai des preuves. Marc n'était pas le seul. Il y avait un 4e, le galeriste ukrainien, qui a financé tout. Et il veut te rencontrer. Twist, l'oligarque, ruiné par les leaks, cherchait la paix ou la revanche. J'accepte, curieuse. Rendez-vous dans un café du Marais, là où tout avait commencé. Il est vieux, usé, avec un accent slave roulant comme le Donbass. Vous avez détruit mon empire, mademoiselle Duval. Mais bravo. Marc était un serpent. Je l'ai utilisé, il m'a utilisé. L'enfant? Il glisse une enveloppe,
Un test ADN, posthume, confirmant Julien comme père. Il m'a écrit avant de mourir. Pardonnez-le. Pardonnez-vous. Je tremble, les larmes coulant enfin. Pas de pardon, mais une closure, amère comme un absinthe. Sophie m'appelle ce soir-là. Numéro tracé, miracle technologique. Claire, j'ai lu le livre. C'était vrai, tout. Reviens. On rit plus, maintenant. Rire? Jamais. Mais je réponds, peut-être. 32 appels manqués, mais celui-ci, je le prends. La vengeance se termine-t-elle par un appel répondu? Paris m'a reprise dans ses bras perfides, cette ville qui pardonne tout sauf l'oubli. J'ai retrouvé Sophie dans sa ferme camarguaise, un mas blanc cerné de flamants roses et de moustiques voraces. Elle était changée, cheveux coupés courts, tatouage d'un cadenas brisé sur l'épaule, hommage au Pont des Arts, ou à nos chaînes invisibles. Claire, a-t-elle murmuré en m'ouvrant la porte, et pour la première fois, pas de rire forcé, juste un sanglot. Nous avons parlé des heures, assises sur une terrasse craquelée, buvant du pastis dilué d'eau de source. Elle a avoué l'inavouable, son amour, né d'une adolescence confuse où Baudelaire rimait avec désir interdit. Je t'ai trahi pour te garder près de moi, dans la mémoire. Mieux une prisonnière qu'une rivale libre. Pathétique? Oui. Mais humain, ce poison lent qui ronge les âmes françaises, nourri de jalousie et de vin. Marc était mort, Julien aussi, mais leurs ombres planaient. Procès posthume, où les veuves et les orphelins pleuraient des empires effondrés. L'oligarque avait fui en Suisse, laissant un chèque anonyme à une association pour ex-détenus, ma réhabilitation, discrète, via un juge complice. Innocente, enfin, sur papier. Un article discret dans le Figaro, l'affaire Duval, erreur judiciaire et vengeance silencieuse. Les débats enflammaient les dîners en ville. Étais-je une victime vengée ou une meurtrière calculatrice? Les uns, intellectuels de gauche, plaidaient la légitime défense sociétale. Les autres, enragés du RN, hurlaient au féminisme criminel. La France, fidèle à elle-même, se chiait en deux camps irréconciliables, comme lors des manifs des Gilets jaunes. Sophie et moi, une trêve fragile. Pas d'amour, non, trop de cendres pour raviver le feu, mais une sororité forgée dans le sang. Elle m'a raconté les appels, ces 30 vibrations fantômes qu'il avait hantées comme un exorcisme raté. Chaque son était toi, revenant nous hanter. Julien a répondu au dernier. Tu sais? Il m'a dit, c'est elle. Elle nous a eus. Puis il s'est tu. J'ai hoché la tête, le Mistral provençal emportant nos mots. L'enfant? Un fantôme nommé en secret, Lucien, pour Rimbaud. Pas de tombe, mais un arbre planté dans le jardin, olivier torsadé comme nos vies. La fin? Pas de happy end hollywoodien, non, la vie française est plus nuancée, plus aigre-douce. J'ai repris des études, tardivement, en histoire de l'art à Aix, ironie, peindre sur les toiles déchirées du passé. Sophie édite son deuxième livre, anonyme collaboratrice, Ombre du rire. Les appels manqués deviennent un podcast viral, narré par une voix off, la mienne, déformée. 30 épisodes, chacun disséquant une trahison. Mais le twist final, celui qui cause encore des débats enflammés. Ai-je vraiment empoisonné Marc, ou était-ce son vice caché, l'oléandre cueilli par lui-même dans un jardin public? Les toxicologues hésitent, les complotistes crient à l'innocence totale. Moi, je garde le silence, sirotant un café à la terrasse d'un bistrot marseillais, regardant la mer vengeance payée. Mais le prix? Une âme scarifiée, un pays divisé, et un rire éternel, étouffé dans la gorge du destin. Et si c'était pour rire, après tout? Non. C'était pour vivre. Pour respirer l'air libre de Paris, enfin. Fin.